Dans le monde d'Hunter x Hunter, la puissance de combat est l'une des caractéristiques les plus importantes et appréciée en tant qu'Hunter, en particulier lors de missions comme celles qui ont été menées au large du Golto de l'Est contre Meruem et sa garde royale. Cependant, le dénouement de cet arc nous aura appris qu'une puissance quasi divine, dont l'armature du corps semble impénétrable, peut être assaillie et vaincue par un ennemi invisible mais mortel. Et chose assez cocasse, cet ennemi représente la calamité dont nous allons parler aujourd'hui, un ennemi lui aussi invisible, mais qui à l'inverse d'être mortel, rend immortel. Salut à tous, c'est Hunter404, et aujourd'hui dans cet épisode, on va essayer d'en apprendre un petit peu plus sur Zobae, la maladie de l'immortalité, l'une des mystérieuses calamités du continent caché. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je dois vous avertir que le contenu de cette vidéo est propre manga et ne figure pas actuellement dans l'anime. Ainsi, pour éviter tout risque de spoil, je vous encourage donc à aller lire la fin du manga avant de revenir voir cette vidéo. Si vous avez visionné ma dernière vidéo sur les calamités, à savoir celle de Papou, la bête anthropophage, vous devez sûrement vous rappeler que j'identifiais Papou comme étant la plus dangereuse des calamités, ou à minima la plus horrible des 5. En soi, je considère toujours Papou comme étant le plus ignoble des 5 fléaux, cependant la préparation de cette vidéo m'a permis de mettre en lumière la dangerosité extrême de la calamité dont nous allons parler aujourd'hui. Et avant d'aller plus loin sur le territoire de la calamité Zobae, je vous recommande de visionner au préalable mes vidéos sur les calamités Brillon, Elbel et Papou. En effet, pour ceux qui découvrent tout juste le continent caché, vous retrouverez des notions de base assez importantes concernant la Terre maudite dans mes 3 vidéos précédentes, en particulier dans celle de Brillon et de Elbel. Parmi les informations les plus importantes à connaître, j'y aborde en large l'immense lac Mobius qui sert de frontière entre le monde des humains et le territoire des calamités, le livre de Dunfrix qui recueille toutes les informations connues à ce jour sur le continent caché, ou encore tous les prérequis nécessaires au voyage au-delà du monde, qu'ils soient officiels venant du gouvernement du V5 ou officieuses venant du gardien de la porte. Pour en revenir à la calamité Zobae, les recherches que j'ai pu faire m'ont mené à une conclusion assez troublante. J'ai été surpris de constater que des 5 calamités, il s'agit de celles dont on dispose le moins d'informations, que cela concerne Zobae lui-même ou le trésor qu'il garde. Et ce que je trouve étrange dans cette histoire, c'est que la totalité des données collectées sur le continent caché est détenue par le gouvernement du V5, qui les a lui-même héritées il y a longtemps de Dunfrix, l'ancêtre de Gon. On sait que Dunfrix est actuellement en train d'écrire la partie ouest du livre, et qu'il n'a transmis la partie est au V5 qu'à l'instant même où il l'avait terminé, en estimant qu'il ne serait pas en mesure d'y ajouter d'autres éléments supplémentaires. Par déduction, cela veut donc dire que Dunfrix, malgré sa puissance probablement incommensurable, a eu beaucoup plus de mal à obtenir des informations sur Zobae et la ressource qu'il garde, plutôt que sur les autres calamités et leurs trésors respectifs. Et personnellement, je trouve que cette absence d'informations sur Zobae, émanant d'un homme du calibre de Dunfrix, se révèle être assez inquiétante pour la suite. En effet, elle pourrait potentiellement signifier que Zobae représente un danger tellement grand que Dunfrix lui-même semble avoir pris la décision de ne pas s'aventurer davantage sur son territoire. Et cela peut clairement se comprendre, car quand vous allez voir par la suite les ravages qu'est capable d'occasionner cette calamité sur l'être humain, on comprend mieux la raison qui pousse Dunfrix à ne pas trop s'égarer sur son domaine. Et pour vous expliquer les pouvoirs effroyables de cette calamité, il faut maintenant que je vous parle de l'une des 149 expéditions qui s'est aventurée il y a bien longtemps sur le territoire de Zobae, la maladie de l'immortalité. L'expédition qui a été menée sur le territoire de la calamité Zobae a été lancée à l'époque par le royaume de Kucania, la parcelle de terre située au nord-ouest du monde des humains. Ce pays est d'ailleurs connu pour être le principal lieu des étapes de l'examen Hunter de Gon et de ses amis, accueillant notamment le port de Dol, la ville de Zaban, les marécages de Numélé ou encore l'île de Zébil. L'objectif de l'expédition lancée par le royaume de Kucania était de mettre la main sur Métallion, la plante alchimique. On ne connaît d'ailleurs quasiment rien de cette plante, si ce n'est qu'elle est également appelée usine d'alchimie. À la base, le principal but de l'alchimie est la réalisation de la pierre philosophale qui permettrait une transmutation des métaux vils en métaux précieux
comme l'or ou l'argent. La pierre philosophale est également connue pour générer une substance permettant d'être immortel et de guérir toutes les maladies. On pourrait donc supposer que la plante métallion recèle une composition chimique encore inconnue que l'on pourrait extraire sous forme liquide. Pas besoin de vous préciser que le royaume de Cucagna a su voir en cette plante un développement économique et démographique de sa nation sans précédent, par le biais d'un enrichissement permanent en or et en argent, et par un entretien sur le long terme de ses forces militaires au moyen de la pierre philosophale. Et c'est la raison pour laquelle le royaume de Cucagna a envoyé ses troupes d'élite parcourir une immense partie du lac Mobius en direction du sud, dans le but de dérober le métallion gardé par Zobae. Mais contrairement aux 149 expéditions menées dans le passé, le royaume de Cucagna ne confia pas cette mission à n'importe quel mercenaire. Il y a 50 ans, ce fut Béyon Nétero qui fut chargé par le gouvernement du V5 de préparer et de mener à bien cette expédition, malgré les avertissements de son père Isaac Nétero. Il engagea à sa solde un groupe composé de mercenaires et de hunters temporaires, souvent connus pour se voir confier des missions dont personne ne veut s'occuper, souvent en raison du danger encouru. Les forces armées de Cucagna, menées par Beyond, ont donc d'abord dû traverser une bonne partie de la mer couvrant le monde des humains, puis faire cap plein sud vers le continent caché. Arrivés sur la terre ferme, Beyond et ses hommes ont pris un énorme risque, car sans en référer au V5, ils ont emprunté une route non répertoriée et non balisée par les anciennes expéditions. Ils n'avaient donc absolument aucune idée de ce sur quoi ils pouvaient tomber et vers où ce dédale meurtrier pouvait les conduire. Cependant, le risque qu'opposait ce chemin jusque-là inexploré s'est révélé payant, car Beyond et ses hommes réussirent à trouver et à cueillir Métallion, la plante alchimique, ce qui, sur les 149 expéditions au total, déclara celle de Beyond comme la seule qui fut couronnée de succès. Malheureusement, l'itinéraire miracle des forces armées de Cucagna s'est retourné contre eux, car sur le chemin du retour, Beyond et ses hommes ont pris une mauvaise route et se sont complètement égarés, rallongeant de ce fait de façon importante la durée passée sur le territoire hostile du continent caché. La troupe d'élite a donc erré pendant longtemps sur ces landes ténébreuses, jusqu'à ce qu'elle soit frappée par un mal insidieux qui paralysa le groupe. En effet, les hommes avaient commencé à contracter une maladie nommée le virus Zobae, qui décima la quasi-totalité des supposés 1000 hommes du groupe, ne laissant en tout et pour tout que 6 survivants, dont Béyon Nétero. Béyon et les 5 autres survivants ont réussi tant bien que mal à rejoindre le monde des humains, cependant la plante alchimique Métallion, que Béyon avait réussi à garder en sa possession, s'est fanée sur le chemin du retour, ramenant cette expédition à l'état d'échec comme les autres. De plus, Béyon fut au final le seul vrai survivant de cette mission, car sur les 5 hommes encore en vie, 4 moururent de blessures ou de folie, et le dernier survivant fut quant à lui la cristallisation même du pouvoir démoniaque de la calamité Zobae. Et pour que vous voyez les conséquences horribles de la phase finale de la maladie Zobae, je dois vous amener avec moi dans le sous-sol de l'Agence internationale des permis. C'est dans ce laboratoire que sont stockées toutes les victimes que les hommes ont pu ramener du continent caché, et où entre autres est enfermé le seul survivant de l'expédition à part Beyond. Il est le seul à avoir survécu à la maladie de Zobae, qui s'est en quelque sorte cristallisée en lui conférant un étrange pouvoir d'immortalité. En effet, la créature que vous voyez ici, et qui était autrefois un homme, a obtenu la capacité de vivre de manière entièrement autonome et sans aucune subsistance pendant plus de 50 ans, devenant donc de ce fait immunisé contre la mort. L'autosuffisance dont il a fait preuve est due au fait qu'il mange sa propre chair pour survivre, comme on peut le voir sur cette image où il semble se délecter du repas que lui offre son bras. Cependant, il apparaît également que l'homme possède tous ses membres, même après 50 ans, ce qui devrait vouloir dire que la maladie actionne en permanence une énorme régénération des tissus humains. Cela pourrait d'ailleurs expliquer la coloration très nette de la peau, qui est potentiellement un des symptômes de la maladie, la peau se reformant de manière plus résistante. Je pense que je n'ai pas besoin de vous préciser que la santé mentale de la personne infectée est probablement très compromise, et je ne peux m'empêcher de penser qu'il est possible qu'à la différence d'un zombie, l'homme d'origine puisse encore vivre à l'intérieur de cette carcasse. Si tel est le cas, cela serait probablement un cauchemar sans fin pour lui,
dans lequel cela fait 50 ans qu'il supplie pour qu'on mette un terme à ses souffrances. Il me paraît également important de préciser qu'on ne sait toujours pas comment cette maladie est contractée et qu'on ne connaît bien sûr aucun remède. Ce qui est dingue avec cette calamité, c'est qu'elle fait passer le niveau de danger à un autre niveau. En effet, comparé à un sort comme celui-là, la simple mort que peut occasionner les autres calamités paraît en effet bien douce. Ce que je veux dire par là, c'est que bien que le danger que reflètent les autres calamités est aussi grand que celui de Zobae, cette dernière vient casser la balance en proposant un sort bien pire que la mort, semblable à une cage dans laquelle on souffre pour l'éternité, sans possibilité de mourir, et donc de connaître le soulagement de pouvoir s'échapper. C'est la raison pour laquelle je reste dubitatif devant le tableau de dangerosité des calamités, car bien que Jin l'ait classé au rang A, Cheadle l'a quant à elle classé au rang B+. Le tableau prend avant tout en compte le danger par rapport à la mort, mais si les conditions cauchemardesques de ce qu'il arrive aux victimes de Zobae étaient prises en compte, alors son classement serait sûrement réadapté au rang A. Par ailleurs, une des caractéristiques que représente Zobae est qu'il est invisible et impersonnel, et donc en soi impossible à combattre, et donc ne laisse comme choix que l'évitement et la fuite. Le tableau semble également prendre en compte la dangerosité des calamités par rapport à la menace qu'elles représentent sur leur propre territoire. Dans le cas d'Elbel qu'on avait vu en vidéo, son pouvoir de transmission de l'instinct meurtrier par son venin le rend immensément plus dangereux pour le continent humain par rapport aux autres calamités. Et on peut appliquer le même raisonnement pour Zobae, car il suffit d'imaginer la menace que représenterait la maladie si le virus commençait à se répandre partout dans le monde humain. Ce qui est d'ailleurs paradoxal, c'est que plus les humains revenant en vie d'une expédition de Zobae ou de Elbel sont forts et résistants, plus le virus en devient dangereux pour l'humanité. Le youtubeur Magikiroy avait réussi à calculer dans une de ses vidéos les dimensions du lac Mobius qui sont absolument hallucinantes, et en soi, l'immense distance que doivent parcourir les voyageurs du continent caché pour le trajet du retour permet d'empêcher que trop de sujets infectés puissent revenir en vie dans le monde humain. On peut donc s'estimer chanceux que les conditions de voyage, ainsi que l'énorme taux de mortalité du virus Zobae, ne laissent que très peu de survivants suffisamment forts pour rejoindre le monde humain, et qui donc par leur faible nombre ont moins de chances de déclencher une véritable épidémie. Quoi qu'il en soit, la menace invisible et insidieuse qui caractérise Zobae le rend très inquiétant et dangereux, et il n'y a plus qu'à espérer que son virus ne vienne pas envahir le monde des humains. C'est tout pour cette vidéo, j'espère grave qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à me dire en commentaire quel sujet vous voudriez voir pour une prochaine vidéo. Mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner juste ici et d'activer la petite cloche, comme ça vous ne manquerez aucun futur épisode. Merci beaucoup pour votre force, c'était Hunter404 et je vous dis à très bientôt pour un nouveau combat.